Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat jusqu'à 19 h ce soir sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qui pense la réforme? Alors que le haut-commissaire en retraite, Jean-Paul Delevoye, vient de démissionner, tout le monde s'interroge sur celui ou sur celle qui prendra sa succession dans un dossier particulièrement complexe, celui justement des retraites. Car une réforme comme celle-ci vient de loin. Des rapports, des arbitrages, des concertations qui finissent peut-être par se transformer au bout du compte en projet de loi. L'idée que cette réforme pourrait venir de quelque part, c'est la question que nous allons poser. D'où vient-elle? De la haute administration, de think tank, de visiteurs du soir? Nous le verrons avec nos 4 invités. Christophe Prochasson, il est historien, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Il raconte dans Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, paru chez Fayard, son passage à l'Élysée, entre autres comme conseiller de François Hollande. Marion Lourd sera avec nous au téléphone depuis Londres, où elle réside. Elle est co-autrice avec Frédéric Sess de Dans l'enfer de Bercy, paru chez Lattès. Vincent Poirier est avec nous, il est directeur des publications de l'Institut Montaigne. Et François Eccal est le 4e invité de cette discussion. Il est ancien du ministère des Finances et également de la Cour des comptes. Et il est actuel président fondateur du site fipeco.fr. Il y a un problème d'uniformité des élites qui crée cette impression de caste, qui, gauche ou droite, reste toujours celle qui gouverne. Je me souviens de ce ministre qui me dit « Maintenant, je vais te présenter mes gens ». Je me suis dit, alors là, on n'est pas à Bercy, on est à Versailles. Depuis plusieurs décennies, on a vu se créer un troisième pouvoir, intermédiaire entre l'administration et le gouvernement, qui est le pouvoir des cabinets. Normalement, si je n'avais pas été aussi mauvais coucheur, parfois un peu désagréable, pour ne pas dire terriblement directif, j'aurais été un ministre fictif. Il ne faut pas être naïf. Il y a des réformes dont on est bien content, en fin de compte, qu'elles n'aboutissent pas, quitte à faire porter la responsabilité de l'échec de cette réforme à un affreux technocrate, par définition coupé des réalités du terrain, etc., etc. Voilà, il s'agissait d'un extrait du documentaire Ces conseillers qui nous gouvernent, un documentaire réalisé par Jean Crépu en 2016. Et on a pu entendre Benoît Hamon, Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire, Arnaud Montebourg et Aquilino Morel, tous anciens ministres ou anciens conseillers, évoquaient justement ces conseillers qui gouverneraient la France. Quand on pose cette question, qui pense la réforme? Bonjour Christophe Prochasson. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes historien, vous savez forcément, et bien plus que moi-même d'ailleurs, qu'à la fin du 19e siècle, cette réforme, elle se mettait en place extrêmement lentement, qu'il fallait parfois 12 ou 13 ans pour voir une loi advenir au Parlement de la Troisième République. Ça n'est plus exactement la même chose aujourd'hui. Bon, la thématique des mauvais conseillers, telle qu'on vient de l'entendre, elle est très ancienne et elle est effectivement une façon habile de déresponsabiliser le politique d'un certain nombre de choix et de décisions qu'il prend. Alors oui, vous faites le parallèle entre deux périodes très différentes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que, à la fin du XIXe siècle, les gouvernements se soient pensés comme des institutions porteuses de réformes ou de changement. Et pourtant, ils en ont fait. Elles en ont fait énormément, mais en des termes très différents, en quelque sorte d'accomplissement d'un programme profond, d'une pensée, au fond, d'une philosophie politique, peut-être presque plus qu'une réforme. C'est une terminologie d'ailleurs assez nouvelle dans l'histoire politique, qui a 2 ou 3 décennies tout au plus, et qui, de ce point de vue-là, fait jouer en effet un certain nombre d'acteurs un rôle généralement fantasmé. Nous sommes en effet assez loin, si je peux oser une petite référence cinématographique, à ce qui est joué dans le film de Nicolas Pariser, Alice et le maire, où une personne viendrait, une jeune philosophe, viendrait donner des idées à un homme politique qui n'en a plus. Bon, on sait très bien que cette façon de présenter les choses ne convient pas du tout, ne correspond pas du tout à la réalité, au regard de la multiplicité des acteurs, des groupes de pression, des forces sociales, des jeux d'opinion,
opinions qui agissent sur les politiques et qui impulsent, freinent, encouragent des réformes. Marion Lourd, c'était pourtant le cœur de votre livre que vous aviez rédigé avec Frédéric Seyss, que de vous interroger sur la puissance de certains conseillers d'une haute administration qui se situerait du côté de la Seine, du côté de Bercy. Cette haute administration qui, d'une certaine façon, quels que soient les gouvernements de gauche et de droite, comme disait Benoît Hamon au début de ce petit florilège qui a ouvert cette émission, eh bien, continuerait son chemin pour pouvoir promouvoir justement des réformes qu'elle voudrait voir advenir, quel que soit le type de gouvernement au pouvoir. Oui, c'est vrai. Alors ce qui est drôle, c'est que moi, quand je vous entends dire d'où vient la réforme, j'ai envie de dire Bercy, mais c'est peut-être un tropisme qui est lié au livre qu'on a écrit effectivement avec Frédéric Seyss. Il n'y a pas de couleur en principe à l'administration, c'est-à-dire qu'elle est censée être neutre dans ses propositions, dans les notes qu'elle rédige et qu'elle fournit au ministre. Et ça, c'est quand même très particulier à l'administration française parce que au Royaume-Uni, où je réside justement maintenant, quand il y a un changement de gouvernement, l'administration propose au ministre, au nouveau Premier ministre, un classeur rouge, un classeur bleu en clair, un classeur de gauche, un classeur de droite, des réformes de gauche, des réformes de droite, dans lesquelles il va pouvoir piocher. En France, l'administration, elle a dans son panier tout un ensemble de réformes dans ses tiroirs qui sont, j'ai envie de dire là, de toute éternité, en tout cas qui pendant des années grenouillent un peu dans les tiroirs de l'administration. Et d'ailleurs, c'est assez drôle et assez étonnant de les voir arriver maintenant, parce que notre livre maintenant a quelques années, et on parlait déjà de la privatisation de la Française des Jeux, qui était déjà dans les tiroirs depuis un moment, déjà avant la rédaction de notre livre, et elle arrive aujourd'hui. Et en fait, c'est des choses qui traînent dans les tiroirs, qui sont proposés par des conseillers et par des cabinets, par des administrations, notamment la très prestigieuse administration du Trésor, et qui ensuite finissent par être adoptés à force de repropositions par des gouvernements qui soit n'ont pas d'idées ou pas assez d'idées, ou qui tout simplement sont de passage et donc se disent tiens, je vais donner mon nom à telle ou telle réforme, comme effectivement la privatisation de la Française des Jeux ou l'imposition à la source ou une autre. François Ekal, vous avez été donc vous-même dans l'administration de Bercy. Vous avez été conseiller maître à la Cour des comptes, rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques et maintenant président fondateur du site fibeco.fr. Vous avez donc un long parcours justement au service de l'État avant de l'avoir quitté, ce service de l'État désormais. Qu'est-ce que vous diriez justement de ce fantasme qui était pointé par Christophe Prochasson, un fantasme de la toute-puissance, par exemple, de cette haute administration, et cette idée qui était défendue par Marion Lourd à l'instant même, qu'il y a donc des réformes qui dorment tranquillement jusqu'à trouver leur chemin et surgir au plein jour 2-3 décennies plus tard, pourquoi pas. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marion Lourd. L'administration française, en particulier celle que je connais le mieux, en effet, qui est celle des finances, je dirais sa propre doctrine, ses propres idées qu'elle défend, quelle que soit la couleur des ministres. Et après, elle se les forge comment, ces idées? Parce que tout de même, il y a tout de même un endroit de forge des idées, j'imagine. Si vous voulez, par exemple, moi, il y a 20 ans, j'étais dans un service de Bercy qui s'appelait la direction de la prévision, qui ensuite a été fusionné avec la direction du Trésor. On peut la retrouver aujourd'hui à l'intérieur de la direction du Trésor. Sa fonction était de faire du conseil en politique économique, de dire aux ministres, compte tenu de ce que les économistes disent, pensent, ils disent souvent des choses contradictoires, voilà ce que nous pouvons en tirer. Et donc, il y a des réformes que cette administration porte, mais une fois, le ministre peut décider des réformes totalement différentes, et ensuite, cette administration, elle les applique. Je vais vous en donner un exemple qui a prescription. Les 35 heures. Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 97, avec ce projet de 35 heures, la direction de la prévision, la direction du Trésor, Bercy, était fondamentalement contre. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit au ministre, nous sommes contre. Nous pensons que cette réforme aura des effets négatifs sur l'activité. Mais si vous voulez la faire, parce que vous avez été élu pour ça, voilà, à notre avis,
quels sont un certain nombre de conditions qu'il faudrait remplir pour que ça se passe le mieux possible. Exemple, vous allez augmenter fortement le coût du travail au niveau du SMIC. Si vous voulez que ça se fasse, il faudrait, par exemple, alléger les cotisations sociales patronales au niveau du SMIC. Ça permettra d'atténuer le coût pour les entreprises. C'est ce que le gouvernement a fait, alors qu'il n'était pas totalement pour. Martine Aubry était assez farouchement opposée à tout ce qui pouvait ressembler à des allègements de cotisations patronales. Nous en avons convaincu Strauss-Kahn, et Strauss-Kahn a convaincu Martine Aubry. Donc ça s'est fait. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé. Et après, devant les organisations internationales, l'OCDE, la Commission européenne, alors que j'étais contre les 35 heures, j'ai défendu les 35 heures. J'ai dit c'est une très bonne mesure, parce que nous sommes légitimistes. Et puis, il y a aussi, Victor Poirier, vous êtes directeur des publications de l'Institut Montaigne, tous ces think tanks, ces instituts, ces fondations privées, la plupart du temps, qui susurre, c'est du moins ce qu'on croit, à l'oreille des gouvernants, des réformes potentielles, qui les met sur des pistes, qui leur donne des idées. On dira évidemment que l'Institut Montaigne est un institut plutôt libéral, même voire libéral, donc en matière économique. Et donc, vous soufflez à l'oreille des gouvernants des réformes potentielles, par exemple ? Oui, alors la culture des think tanks en France est très récente et elle est encore balbutiante dans beaucoup d'autres pays. Les think tanks sont très importants. En France, l'Institut a 20 ans et les think tanks sont encore très peu développés. Après, il est évident que notre travail aujourd'hui, et il est de plus en plus important, c'est de penser des réformes de politique publique qui soient efficaces. Ce travail, il vient aussi à rebours de l'affaiblissement du jeu politique qui est de plus en plus entraîné dans de l'urgence, dans de la réactivité. Le travail d'un think tank comme le nôtre, c'est d'apporter du long terme, c'est d'apporter des éléments de diagnostic qui soient concrets, qui soient réalisés sur la base d'une concertation avec tous les acteurs qui sont concernés par une réforme. C'est un peu comme un grand débat, mais au quotidien et avec des actions concrètes dès lors qu'on publie un rapport. D'accord, mais il y a bien une idée, voire une idéologie derrière la ligne que vous suivez à l'Institut Montaigne, qui n'est sûrement pas la même que la Fondation Jean Jaurès, quoique on ne sait pas. Il y a des idéologies très différentes selon les think tanks, mais là encore, à la question « qui pense la réforme ?», je pense qu'il n'y a pas une réponse c'est tel ou tel institut. Quand j'essaye de faire l'étude d'impact de l'Institut Montaigne, c'est-à-dire de voir quelles sont les réformes que nous avons proposées et qui sont passées dans la loi, c'est un exercice qui est quasiment impossible. C'est-à-dire que pour une réforme qui est pensée, il y a 7, 8, 9, 10 acteurs qui vont avoir donné la même idée. Nous, ce qu'on peut faire, c'est dire quelle est l'idée qu'on pense la plus juste, mais ça ne va pas faire de nous le créateur même d'une idée. Alors, on sait, et vous êtes historien du 19e et du début du 20e siècle, Christophe Prochasson, que le musée social, par exemple, à la fin du 19e siècle, était un musée, enfin un lieu de réflexion d'une certaine élite qui était plutôt progressiste, mais néanmoins conservatrice aussi. Enfin, il y avait... Oui, pas très progressiste. Non, mais progressiste au point de vue social, et voulait ce catholicisme social, par exemple, qui était dans la foulée de Frédéric Lefebvre, par exemple. Ils aspirent à un ordre social qui passe par une attention portée aux conditions de vie de la classe ouvrière, et donc à engager des réformes. Mais vous avez raison de revenir sur cette période-là, parce qu'on voit bien à ce moment-là se mettre en place tout un ensemble de dispositifs, y compris à l'intérieur de l'État, qui jouent le rôle de l'expertise. Je pense à tous les offices ou les hauts conseils qui entourent les ministères, que ce soit le Conseil des Beaux-Arts, le Conseil des Chemins de Fer, enfin toutes sortes l'Office du Travail. Dans les années 1890, on voit bien que là se jouent des influences. Et dans ces hauts conseils, justement, c'est assez intéressant parce que l'État s'ouvre non seulement à la haute fonction publique, aux parlementaires, mais aussi à tout un ensemble de personnalités qualifiées venues des associations, du monde syndical, etc., qui permet à l'État de sortir de lui-même en quelque sorte un peu et de se nourrir d'idées qui ne sont pas simplement les idées d'une administration qui, elle, reste en effet stable et en effet, elle a du pouvoir quand même, cette administration, même si elle est loyale, et ça je vous suis tout à fait, elle est loyale, parfois la mort dans l'âme, mais elle l'est tout de même, ce qui a des conséquences politiques. Et bref, c'est cette façon de faire fonctionner l'État grâce à toutes ces structures est
en effet un moment important dans l'histoire de l'État et de l'absorption de ses idées. Et le musée social, qui est encore un peu autre chose, tout un milieu réformateur, progressiste ou pas, aussi en effet sur la question sociale, produit là des avancées, des rapports. Et aident les parlementaires à prendre des décisions. Absolument. Alors, on parle de réforme de l'État. Écoutons le 25 avril dernier, dans la foulée des Gilets jaunes, ce que disait Emmanuel Macron, qui voulait réformer la haute fonction publique, justement. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique? Non. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos fonctionnaires, avoir davantage de passerelles tout au long de la vie professionnelle pour permettre, avec des règles de déontologie extrêmement strictes, à des gens qui viennent du privé, du monde associatif, d'intégrer la haute fonction publique à différents moments. Mais on doit aussi mettre à l'épreuve les jeunes fonctionnaires. Ils ne peuvent pas tout de suite accéder au poste suprême et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence. Nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et elles ne correspondent plus à la capacité à attirer les talents ou même à les garder. Voilà, c'est ce que disait Emmanuel Macron dans la foulée du grand débat après les Gilets jaunes. Et on apprend par Le Monde aujourd'hui qu'effectivement, cette haute fonction publique va être réformée, que la réforme choc est sur le bureau des décideurs, puisque cette réforme de Frédéric Thiriet, qui a dirigé auparavant la Ligue de football et qui a réfléchi depuis un certain temps à ces questions de réforme de l'État, a donc imaginé une réforme qui pourrait s'appuyer, dit Le Monde, sur par exemple le système de l'école de guerre qui permet à l'armée de nommer des officiers au plus haut grade militaire, etc., etc. Il y a donc une réforme en cours, en tous les cas, qui se mettrait en place dans les années à venir. Et tout cela, c'est en cours. Marion Lourd, quand on entend cette réforme de la haute administration, vous l'avez entendu du côté de Bercy ou pas du tout lorsque vous travailliez avec Frédéric Seyss à la rédaction de votre livre « Dans l'enfer de Bercy » il y a quelques années? Cette réforme, alors c'est vrai qu'effectivement c'était il y a quelques années, donc on en parlait sans doute moins. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on entend effectivement cette volonté de réforme dans toutes ces administrations, mais ce sont des mots, c'est-à-dire que est-ce que vraiment elles ont envie d'être réformées aujourd'hui? Pas forcément. Sur le papier, il y a une demande de réforme, mais est-ce que si on leur impose cette réforme dont vous parlez aujourd'hui, elles en seront contentes? Ce n'est pas nécessairement vrai. Et c'est assez étonnant dans les propos d'Emmanuel Macron, parce que lui, il est très très apprécié en fait de cette administration, de ces grands corps. Nous, ce qu'on nous avait raconté, c'est que quand il était ministre de l'économie, les gens du Trésor, notamment les jeunes gens du Trésor, étaient dans les couloirs à le voir passer comme une rockstar, hein, c'est comme ça qu'on nous l'avait décrit. Donc il y a quand même des accointances, il y a une proximité. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut imposer à ces gens dont on est aussi proche une réforme qui soit vraiment radicale? J'avoue que j'ai un peu des doutes sur la question, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que vous en avez vécu en tant que conseiller à l'Élysée du temps de François Hollande, des réformes? Parce que quand on fait un mandat, c'est 5 ans d'un président de la République. Vous étiez conseiller pendant un peu plus de 2 ans, c'est ça? Christophe Prochasson, vous avez sûrement vu passer des réformes qui avaient été mises en œuvre un peu avant vous, d'autres que vous avez voulu mettre en œuvre et qui se sont poursuivis après votre départ, et celui de François Hollande. Excusez-moi, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire Marion Lourd. Moi, je crois, et ce que vous disiez sur la commission Thiriet, je pense qu'une des plaies de cette haute fonction publique, c'est pas que le problème de la gestion des carrières, c'est sa formation. Et c'est sa formation dans un milieu totalement homogène, sociologiquement homogène, qui est totalement coupé du monde universitaire, et qui entretient là précisément les mêmes idées, les mêmes traditions, et qui les conduisent à un assèchement en termes d'innovation. C'est ce que vous racontez dans votre livre, je pense cette idée que les politiques n'écoutent plus les intellectuels, n'écoutent plus les universitaires. Je pense que c'est pas simplement les intellectuels et les universitaires. Je pense qu'il y a un entre-soi, moi, qui m'avait beaucoup frappé, des gens d'ailleurs tout à fait remarquables, intelligents, brillants, sympathiques, et tout ce que vous voulez. Mais il y a un entre-soi qui est... ce sont des gens qui se sont vus en maillot de
urbains, qui sont connus depuis qu'ils sont tout petits, qui vivent dans un entre-soi, qui est, à mon avis, un handicap à la rénovation des idées lorsque on est mis au défi de nouveaux problèmes. Bon, et ça, je crois que, moi je ne sais pas ce que a dit M. Thiriet, mais on ne peut que l'attendre au tournant de ce point de vue-là. Pour l'instant, c'est un rapport en voie d'élaboration, puisqu'il sera déposé fin janvier sur le bureau du Premier ministre. Donc il y a encore sûrement des négociations à la marge. Et d'ailleurs, ça fait partie de la réforme que de faire sortir un rapport comme celui-ci en voie d'élaboration pour lancer des ballons de Victor Poirier et imaginer que peut-être telle réforme ne passera pas et que si on la fait passer, tout cela fera capoter un gouvernement, par exemple, ou un ministre. Je pense que c'est mesuré de la part du gouvernement d'avoir fait fuiter ce rapport. Après, pour revenir sur les propos qui ont été tenus, je suis tout à fait d'accord avec l'homogénéité sociologique des candidats qui aspirent à l'administration. Une des solutions pour justement briser cette homogénéité, et j'imagine que ce sera une des propositions de Frédéric Thiriet, c'est de faciliter le passage du privé au public et du public au privé. Mais ça, tout le monde n'est pas d'accord. Alors tout le monde n'est pas d'accord, mais on ne peut pas toujours opposer l'intérêt général et les intérêts des entreprises, dans la mesure où ça crée justement cette homogénéisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre l'intérêt public d'un côté et de l'autre avoir une carrière qui permette d'expérimenter à la fois l'administration. Vous avez une parole tout à fait macronienne, parce que c'est ce que dit Emmanuel Macron en parlant des revolving doors, c'est-à-dire la possibilité de sortir de l'administration, d'aller dans le privé, de re-rentrer ensuite dans l'administration, etc. Il faut que ce soit fait avec des règles déontologiques qui conviennent, mais aujourd'hui, à force de confondre le conflit d'intérêts et le lien d'intérêts, on se prive de talents extrêmement importants qui viennent du secteur privé dans le secteur public, et donc la volonté de réforme qui peut être initiée par le secteur privé n'est jamais ou quasiment jamais adoptée dans le secteur public. Oui. Christophe Prochasson, François Eccal. Oui, sur ce sujet, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut réformer la formation des hauts fonctionnaires, qu'il faut revoir leur carrière. Je vais défendre l'ENA. Les Français n'aiment pas l'ENA. Mais les Français adorent la Cour des comptes et voudraient lui donner plus de pouvoir. Moi, je suis un énarque de la Cour des comptes. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mets ma tête sous la guillotine parce que je suis un énarque, ou on me donne beaucoup plus de pouvoir parce que je suis un magistrat de la Cour des comptes. En fait, là où on peut résoudre cette contradiction, on peut la résoudre, en fait, parce que si les Français aiment les magistrats de la Cour des comptes, même si ce sont des énarques, c'est parce que nous avons le pouvoir de nous exprimer librement à la Cour des comptes. L'énarque, ce qu'il ne voit pas, c'est que l'énarque qu'il conspue lorsqu'il est à la tête d'une administration, c'est parce qu'en fait, il fait des choses qu'il n'aime pas, mais il les fait sous l'autorité de politiques. Donc en fait, la grande différence entre l'énarque à la Cour des comptes et l'énarque dans l'administration, c'est que l'énarque dans l'administration, il a un pouvoir politique au-dessus. Donc ce que les Français n'aiment pas, c'est ce que font les politiques. Moi, quand j'étais à la direction de la prévision, j'ai défendu les 35 heures. J'étais totalement contre. Donc les Français qui n'aiment pas les 35 heures, ils auraient pu dire ce type dit des bêtises. À la Cour des comptes, je peux dire ce que je pense. Voilà. Christophe, moi j'insiste. Je veux dire, la question, elle est surtout dans la formation et dans la formation à part de la haute fonction publique. Je ne comprends toujours pas pourquoi on met à part ceux qui sont appelés à gouverner la France, qui ont des tas de talents et qui pourraient tout simplement être formés avec les autres. Et c'est cette coupure qui est malsaine et sans doute de plus en plus malsaine. Il ne s'agit pas de savoir si on aime ou on n'aime pas les énarques, peu importe. Je veux dire, le problème, il n'est pas là. Il est de savoir, est-ce que les gens qui sont formés dans ces conditions-là ont une approche correcte de la société française? Permettez-moi d'en douter. Et lorsqu'ils n'ont pas d'expérience politique, qui plus est, et qui se lancent dans la politique, ils ont parfois des difficultés à comprendre ce qui se passe sous leurs yeux. Donc moi, je crois que cette question de la formation, elle est essentielle pour qui veut changer un monde, si tant est qu'on souhaite le changer d'ailleurs. Vous voulez un démenti de Matignon? Oui, absolument. Tu règles ça de dire qu'à pas dire qu'à. Avec un accident comme celui de cette nuit, on ouvre une séquence émotion, et dans une séquence émotion, on est intouchable comme la Sainte-Vierge. France Culture. Tu appelles Matignon, tu dis à Marange que tu t'étonnes de cette prise de position du budget. Extrêmement maladroite. Tu notes extrêmement maladroite. Le temps du débat, il y a des règles explicites. Il y a des règles explicites de solidarité gouvernementale. Et on verrouille ce soir par un 20h. Je ne suis pas là pour faire le sale boulot de ces petits marquis de Bercy. Emmanuel Laurentin.
Voilà, c'est le ministre des Transports, interprété ici par Olivier Gourmet dans l'excellent film de Pierre Schoeller, L'exercice de l'État. Marion Lourd, vous avez beaucoup insisté avec Frédéric Seyss sur justement les petits marquis de Bercy, ceux qui feraient plier les ministres. Et en fait, on peut dire aussi que parfois ils perdent, ils ne gagnent pas tout le temps. Non, il ne gagne pas tout le temps. Notamment, alors il y a eu beaucoup de problèmes entre le directeur du Trésor à l'époque et Arnaud Montebourg. Le directeur du Trésor, c'était Ramon Fernandez. Et Arnaud Montebourg, qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission, n'appréciait pas du tout la haute administration, qui a quand même une forme d'idéologie assez libérale, y compris dans ses outils. Il y a des outils comme un outil qui s'appelle Mésange, qui considère en fait que l'investissement est une dépense, donc c'est un outil mathématique. L'investissement est une dépense et ce n'est pas considéré comme quelque chose qui peut être valorisé. Et donc, il y a une sorte d'idéologie malgré tout libérale que Arnaud Montebourg n'appréciait pas, et donc il l'avait incarné en quelque sorte en la personne de Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, à qui il menait la vie dure. Il nous avait dit à l'époque qu'il fallait lui botter les fesses du matin au soir. Il l'avait surnommé Ramirez, dans mon souvenir, qui est une référence à un personnage de Papy fait de la Résistance. Non, c'était pire, parce que moi je pensais au Ramirez de Tintin. Non, c'est un personnage un collabo de Papy fait de la Résistance. Absolument. Voilà, donc, oui, c'était joué par Gérard Jugnot dans le Papy fait de la Résistance. D'un autre côté, vous dites aussi que effectivement, on vous a rapporté, un ancien directeur du Trésor vous a dit, si on veut ensabler une réforme, on sait faire. Et oui, on sait faire, parce qu'à coup de rapports et de notes qui montent en fait du plus bas échelon de l'administration jusqu'au ministre qui les renvoie pour avoir une précision, et du coup ça passe d'une administration à une autre, et tout ça est tellement un peu en silo finalement encore aujourd'hui qu'on est capable, en émettant un doute sur telle ou telle question, d'arriver finalement, sauf si les cabinets, et ça c'est là que se pose la vraie question des cabinets, sauf si les cabinets sont très experts dans leur matière, on peut arriver à leur faire croire, à leur faire entendre que finalement telle ou telle chose n'est pas possible d'un point de vue technique. C'est là que se pose la question de qui est présent dans les cabinets et qui arrive à faire la part des choses sur les réformes demandées, et à savoir ce qui est effectivement possible d'un point de vue technique, ce qui est légal, ce qui est acceptable. Et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, dans les cabinets, peut-être aujourd'hui, en tout cas à l'époque, il y avait les talents et les compétences nécessaires sur le plan technique pour apprécier la faisabilité ou non de tel ou tel aspect d'une réforme. Vous n'avez pas l'air d'accord, François Heckel, avec ce qui vient d'être dit par Marion Lourd. Non, j'ai juste réagi à propos du modèle Mésange, qui est un modèle néo-keynésien et qui n'est pas un modèle libéral. Là. Non. Et de votre côté, c'est pas ce qu'on nous a dit. C'est pas ce qu'on nous a dit. Non, mais je connais bien Mésange. De votre côté, vous dites bien dans un article récent de l'Opinion, signé Raphaël Legendre, je crois que effectivement, vous trouvez que souvent Bercy ne gagne pas. J'ai même dû dire à l'Opinion d'ailleurs que si Bercy, le ministère du Budget, gagnait tous ces arbitrages budgétaires, on ne serait pas les champions de l'OCDE, de la dépense publique et des prélèvements obligatoires, et le 3e pays de l'Union européenne pour son déficit public. Donc il est évident que Bercy ne gagne pas toujours. Maintenant, Bercy gagne souvent parce qu'il faut avoir en tête aussi que ce que Bercy appelle les ministères dépensiers, c'est-à-dire ceux qui demandent des crédits. Alors dites-nous ce que sont les ministères dépensiers. Parce que c'est tous les autres ministères. C'est même une partie de Bercy, parce qu'il y a une partie de Bercy qui demande des crédits. La DGFiP est une des plus grosses administrations, il y a besoin de crédits, par exemple. Des finances publiques. Pour la direction du budget, la direction générale des finances publiques, c'est une direction dépensière, d'abord, qui demande des crédits. Donc, et toutes les administrations, tous les ministres, un ministre, bien souvent, considère qu'il fait bien son travail s'il obtient un budget plus important que celui de ses prédécesseurs. Donc, il y a une tendance naturelle, quand même, dans beaucoup d'administrations, dans beaucoup d'autres ministères, à demander plus de moyens, mais parce que les Français demandent plus de services publics, plus de redistribution, plus de prestations sociales. Donc ils suivent en effet ce que demandent les Français. Et donc parfois Bercy arrive à s'y opposer, c'est vrai. Christophe Prochasson, dans votre voyage d'un historien à l'intérieur d'État, on ne découvre pas des secrets d'État, parce que non, c'était pas le but, mais c'était plutôt une sorte de regard
participant à la décision publique, vous entrez à l'intérieur de l'Élysée et vous dites, voilà, ce que j'y vois, un peu comme Dominique Schnapper l'a fait lorsqu'elle est entrée au Conseil constitutionnel. Elle est restée sociologue et vous êtes resté historien. Ces questions, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de répondre, de réformes qui sont entamées avant vous, que vous voyez passer, qui peut-être continueront ou pas après vous? Oui, moi j'étais dans un rôle un peu particulier parce que en fait la réforme avait été décidée. C'était la loi de refondation de l'École de la République qu'avait voulu Vincent Peillon et engagé avec beaucoup de tumulte. Et donc mon rôle était moins d'initier une nouvelle réforme puisque la ministre Najat Vallaud-Belkacem s'était inscrite dans ce sillage-là, que de défendre cette réforme, car elle était très mal menée, à commencer par la profession elle-même. Donc c'était une situation un peu particulière. Bon, en plus, je trouvais cette réforme au demeurant excellente, quitte à me faire vouer aux gémonies. Et donc, il fallait trouver les bons arguments et la bonne méthode d'application, notamment pour ce qui était la fameuse application des rythmes scolaires, ou bien encore de la réforme du collège. Donc moi, j'étais là plutôt pour informer le président de la République de la façon dont les choses se passaient et de voir éventuellement comment telle ou telle inflexion ou mise en musique pouvait prendre place. Mais alors, on imagine évidemment les visiteurs du soir, parce que depuis François Mitterrand, ça fait partie de la mythologie élyséenne. On imagine les rencontres avec tel ou tel patron de fonds de pension, comme on a pu le révéler la semaine dernière avec Emmanuel Macron et le patron de BlackRock, etc. On imagine donc tout un lieu dans lequel les forces en présence, qui sont contradictoires, tentent d'exercer leur puissance. Bon, oui, c'est vrai. Cela dit, étant dans un ministère dépensier dont l'importance stratégique n'est pas vraiment considérée par la classe politique, il faut bien le dire. Je pense que la classe politique a, alors que les enjeux politiques sont très importants, un regard assez lointain et d'ailleurs fondé sur une ignorance relative de la question scolaire et de la question de l'école. Mais il y a eu sur des sujets, d'ailleurs, qui concernait moins l'école que l'université et la question des regroupements universitaires. En effet, des pressions, c'est un grand mot, des gens qui venaient voir le conseiller du président de la République lorsque je suis arrivé pour l'informer d'un certain nombre de lignes rouges qu'il ne convenait pas de dépasser. C'est vrai que j'ai entendu parfois des choses assez singulières, par exemple me disant que si la ligne restait celle-là, alors les patrons du CAC 40 pourraient défiler dans la cour de l'Élysée. Donc des petites choses comme ça qui sont dites et qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Mais cela dit, il y a tellement de forces qui travaillent à ce moment-là que le conseiller du président de la République a tout de même un poids tout relatif. Victor Poirier, c'était pas les gens de l'Institut Montaigne qui allaient menacer le président de la République. Non, avec les gens du CAC 40 dans le... Il nous arrivait de voir les gens de l'Institut Montaigne aussi. Hein. C'est parfait. Non, je ne pense pas que l'Institut était à la source de ces menaces, mais ça fait partie de la solution pour lutter contre la toute-puissance dont on est en train de parler depuis un moment. Je ne veux pas dire que l'Institut a la parole exacte et que toutes les propositions que nous avons formulées sont les meilleures pour le pays. Je veux dire simplement qu'en diversifiant les sources d'informations, les sources de propositions au sein du gouvernement, on attend des décideurs publics qu'ils puissent entendre tous les points de vue et prendre celui qui est le plus pertinent dans le cadre de la situation dans laquelle on est. L'Institut Montaigne passe énormément de temps à faire des diagnostics détaillés, à faire des propositions qu'il essaye de financer, de porter avec... de la manière la plus concrète possible. Mais avec des gens qui sont à l'intérieur de l'Institut Montaigne, qui viennent de l'entreprise parfois, mais qui viennent aussi de la haute administration, qui ont fait ces allers-retours dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. On peut avoir des industriels comme des universitaires, comme d'anciens politiques. Et c'est cette diversité d'opinions qui rend difficile la recherche de compromis. Mais une fois que ce compromis, que ce consensus est trouvé, on estime qu'il est suffisamment fort pour répondre à une situation. Et ensuite, il y a effectivement un travail qu'on peut appeler d'influence, si on veut faire peur, ou en tout cas d'inspiration auprès de nos décideurs, qui est la deuxième partie de notre travail. Et Bruxelles là-dedans, parce que tout compte fait, on parle comme si tout était au niveau national, mais il y a aussi le niveau européen qui n'est pas anodin dans des décisions publiques, dans des réformes en cours, par exemple. Qui n'est pas anodin, mais je rappelle quand même que la plupart des décisions prises à Bruxelles, elles sont décidées
en accord avec les États membres. Oui, qui souvent se défaussent en disant que ça n'est pas de leur faute. Les traités, on les a signés. Les directives, on les a acceptées. Les règlements, on les a acceptés. On a tout accepté. Alors c'est très facile en France, en effet, pour un ministre de dire bah, écoutez, je suis désolé, mais Bruxelles m'impose ça. Mais en général, quand il dit ça, Bruxelles, il a accepté que Bruxelles le lui impose. Hein. Donc c'est à moi. Donc c'est dramatique pour la construction européenne. Parce que c'est dramatique. Parce que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est difficile et douloureux vient de Bruxelles. Alors qu'on l'a accepté, que bien souvent on est d'accord et on l'a poussé. C'est dramatique. Marion Lourd. Oui, alors moi je suis... L'influence de Bruxelles, elle est d'autant plus à relativiser, je Surtout trouve. depuis Londres aujourd'hui. Oui, alors justement, c'est intéressant parce que je pense que ça peut jouer, ce côté bouc émissaire de Bruxelles peut jouer dans ce qui se passe, à Londres et au Royaume-Uni aujourd'hui, mais elle est d'autant plus à relativiser que quand la France a dépassé les 3%, finalement, il n'y a pas eu de conséquences très graves au niveau de Bruxelles. Il y a eu des petits avertissements et puis on a continué notre politique comme on le pouvait. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, notamment ce montant limite des 3% à ne pas dépasser de dette, ils ont été inventés en France et ramenés, effectivement, c'est ce que vous expliquiez, ramenés par l'extérieur, par Bruxelles, pour obliger la France elle-même à s'auto-imposer des limites budgétaires en passant par l'intermédiaire de Bruxelles. Donc, l'influence de Bruxelles, elle est aussi celle qu'on veut bien lui prêter. Christophe Prochasson. Oui, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui me paraît important lorsqu'on discute de la décision politique et du rôle entre le décideur et le conseilleur. Parce que là, on agit un peu comme si... Au fond, la politique, c'était régler des problèmes avec une solution, en quelque sorte, comme si à chaque problème, il y avait une solution. Hein, cette conception un peu positiviste ou guizottienne des capacités, en fait, des capacités qui gouverneraient. Il suffit de savoir pour répondre aux problèmes. Je crois que c'est évidemment source de grands malentendus entre ceux qui veulent influencer, ceux qui font des études, que ce soit les think tanks, que ce soit le rôle des économistes, par exemple, aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose de déceptif. Hein. On les entend bien disant « Ah, mais je l'avais dit, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. » La tribune de Philippe Aguillon, de Philippe Martin, Antoine Bozio et je ne nommais personne qui ne sont pas contents de la réforme Martin telle qu'elle est mise en place. Ces gens sont toujours un peu déçus. Et moi, je n'ai jamais été vraiment déçu parce que, au fond, on comprend bien que la complexité et le nombre de force, la question de la soutenabilité politique, pour employer un mot. Oui, là, par exemple, la démission de Jean-Paul Delevoye, voilà, par exemple, ça fait partie prévue dans le politique. Malheureusement, la politique, c'est pas simplement des solutions aux problèmes qui se trouveraient dans des manuels. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, vous qui êtes universitaire, Christophe Prochasson, de mettre des étudiants sur la fabrique de la loi, c'est-à-dire de voir au bout du compte par où ça passe, comme Pierre Legendre a fait une analyse de l'État, par exemple, on pourrait voir pour la réforme qui nous concerne, par exemple la nôtre à Radio France, la réforme de la nouvelle loi audiovisuelle, et bien par exemple de voir par où c'est passé, quelles ont été, dans quelles mains tout cela est passé pour arriver à une proposition de loi. Oui, mais il y a des travaux, beaucoup de travaux qui portent sur ces choses-là à différents niveaux, loi précise ou plus globalement. Oui, la fabrique de la loi et le jeu des influences, en effet, c'est un sujet aujourd'hui qu'utilise beaucoup, enfin que mobilise beaucoup l'histoire politique. Oui. Oui. De ce côté-là, est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, à l'Institut Montaigne, pour ouvrir des archives, pour dire, ben voilà, nous on avait tel projet, il n'est pas abouti, ou il est abouti en partie, à un moment il a abouti en partie. Avec grand plaisir, nous c'est ce qu'on fait au quotidien, et là encore ça permettrait de donner beaucoup de transparence dans le jeu politique. Personne ne se cache aujourd'hui d'avoir des idées à défendre, et je pense qu'il faut assumer, notamment quand on est un laboratoire d'idées, le fait de formuler ses propositions et de les porter. Et François Heckel, vous pourriez ouvrir vos archives personnelles par exemple. Mes archives personnelles, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème pour les administrations. C'est que les administrations, pour qu'une administration puisse dire à son ministre ce qu'elle pense
Et c'est nécessaire, parce que le ministre peut parfois faire des bêtises, des erreurs. Il faut qu'une administration lui dise « Monsieur le ministre, je suis désolé, mais là, vous risquez d'avoir des problèmes, de faire des erreurs. » Pour ça, il faut être sûr que son message ne va pas être publié. Parce que si son message est publié, politiquement, est diffusé dans la presse, c'est une catastrophe. Oui, on parlait tout à l'heure. Le ministre, enfin voilà, vous avez le ministre n'est pas content, son administration ne peut plus parler, ne peut plus. J'ai vécu ça dans ma vie, des fuites. Le fuite, il n'y a rien de pire dans l'administration que les fuites, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez. On a connu certains rapports qu'on faisait fuiter avant même qu'ils soient publiés pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'ils ne servent pas. Donc il y a un certain secret est nécessaire. Oui, bien évidemment, ça c'est le secret de l'État. Évidemment, on a commencé avec l'exercice de l'État tout à l'heure en parlant de ce très beau film de Pierre Schoeller. Merci à tous les quatre d'être restés avec nous jusqu'à 19h. À vous, Marion Lourd, qui êtes à Londres donc, pour votre travail et qui avez rédigé avec Frédéric Seyss ce livre qui s'intitulait « Dans l'enfer de Bercy, enquête sur les secrets du ministère des Finances ». À vous, Christophe Prochasson, vous êtes auteur de Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État aux éditions Fayard dans la collection Raison de plus. Et merci à vous deux, François Ecal, d'être venu, et également à vous, Victor Poirier, d'être venu au nom de l'Institut Montaigne. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. À la réalisation, Alexandre Manzanares.